Une femme monte à bord d'un jet privé ultra exclusif de 75 millions de dollars et voit une jeune fille noire en survêtement assise dans la cabine principale. Dégoûtée, elle passe les 2 heures suivantes à harceler la fille, à l'intimider et à exiger que l'hôtesse de l'air la fasse retirer. Mais elle est sur le point de découvrir un secret dévastateur. Elle est sur ce vol pour conclure le plus grand accord de sa vie. Un accord qu'elle présente à l'un des PDG les plus puissants du pays. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la fille qu'elle harcèle est sa fille. Et le DSI, il n'a pas juste un siège dans le jet, il le possède. Ceci est l'histoire de Caroline Harrington et du dur karma qui a mis fin à sa carrière à 30 000 pieds. L'aéroport exécutif de Westwood n'était pas un aéroport au sens traditionnel. Il n'y avait pas de terre, pas de bébé qui crie et pas de sprint de 300 yards jusqu'à la porte C-47. Raclement de gorge. C'était une cathédrale feutrée de marbre poli, d'acier brossé et de personnel discret et silencieux qui se matérialisait depuis des portes invisibles. L'air sentait le café cher, fraîchement moulu, et l'arôme léger et cuiré de l'argent frais. Maya Washington était assise dans un fauteuil profond, ses genoux relevés contre sa poitrine. Elle avait 19 ans. Sa tenue était d'un confort anonyme haut de gamme. Un pantalon de jogging gris anthracite d'une marque que seuls les initiés de la mode connaissaient. Un sweat à capuche surdimensionné de NYU et une paire de Nike édition limitée immaculée. Ses cheveux étaient tirés en une simple houppette et une paire d'écouteurs Bose couvrait ses oreilles, bien qu'aucune musique ne jouait. Elle dessinait dans un carnet relié en cuir. L'architecture complexe, semblable à une turbine, du Gulfstream GS100, attendant juste au-delà des fenêtres du sol au plafond. Le calme du salon fut brisé par le claquement de talons agressifs et une voix qui semblait conçue pour piétiner le silence. Je lui ai dit, « Mark, si les chiffres préliminaires ne sont pas sur mon bureau au moment où nous atterrissons à LA, tout l'accord annexe est annulé. Je me fiche que son chien soit mort. Achète-lui un nouveau chien. » Caroline Carol Harrington fit éruption dans le salon. Un tourbillon de cachemire beige, de tailleur impeccable et un parfum qui entrait dans la pièce 5 secondes avant elle. Elle avait 42 ans, était blonde et maniait son ambition comme une arme. Derrière elle, un Mark effrayé, un homme à la fin de la vingtaine dont toute la personnalité semblait être un accord anxieux. « Absolument, Carol, tu as raison. C'est non professionnel, » murmura Mark, jonglant avec sa mallette et la sienne. Caroline claqua son téléphone et observa le salon. Ses yeux, de la couleur d'un ciel d'hiver, balayèrent les chaises vides, le bar gratuit, puis, avec un arrêt soudain et discordant, ils se posèrent sur Maya. Son visage, qui avait été figé dans un masque d'agression corporative, se contracta. Un petit rictus, presque imperceptible, retroussa sa lèvre supérieure. Elle ne détourna pas le regard. Elle fixa, son regard voyageant des Nike de Maya, le long du jogging jusqu'au logo de NYU et finalement jusqu'à son visage. Maya rencontra son regard, le maintint un instant, puis, avec une lassitude exercée qui était triste pour quelqu'un de si jeune, elle baissa simplement les yeux vers son carnet de croquis. Caroline se pencha vers Mark, sa voix tombant à un murmure de scène plus fort que la parole normale de la plupart des gens. « Mon Dieu !» siffla-t-elle. « Les standards ont complètement évaporé, n'est-ce que bon? » Mark, suivant sa ligne de regard, regarda nerveusement Mia. Carol, peut-être qu'elle est... Elle est quoi, Mark? Une gagnante de concours? Ont-ils commencé un programme de bienfaisance pour grands voyageurs? C'est censé être Westwood. C'est un sanctuaire. Je paye. Enfin, la firme paye une prime pour un environnement stérile exclusif. Environnement stérile restant en l'air. Une phrase offensive propre chimique. « Je suis sûr que c'est bien », dit Mark, désespéré de changer de sujet. « C'est notre jet, n'est-ce pas? Le G700, magnifique. »« C'est adéquat », dit Caroline, marchant déjà vers la porte, ses yeux fixés sur le Gulfstream.
Ce n'est pas le bombardier Global 8000 que j'ai demandé, mais ça fera l'affaire tant que le service est compétent. Elle jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule à Mir. Honnêtement, dit-elle à Mark, ça dilue juste la marque. Quand vous laissez entrer des gens qui ne peuvent clairement pas se le permettre, ça vous fait vous demander quelles autres économies ils font. Maya ferma son carnet de croquis. Sa main tremblait juste légèrement. Elle avait entendu des variations de ce monologue toute sa vie à son école préparatoire, aux portes du quartier de sa famille, dans des magasins de la 5e avenue. C'était un bourdonnement toxique familier, la radiation de fond de son existence. L'embarquement pour le vol 771 Alpha sans escale vers Los Angeles est maintenant disponible, annonça une voix discrète. Caroline et Mark passèrent en premier. Maya se leva, jeta son sac à dos sur une épaule et les suivit sur le tarmac, l'odeur du kérosène coupant l'air vif de New York. Elle essayait juste de rentrer chez elle pour ses vacances d'automne. C'est tout. Elle voulait juste rentrer chez elle. L'intérieur du G600 était moins une cabine d'avion et plus un appartement de luxe volant. Cuir couleur crème, bois poli foncé et accent de platine brossé. Il n'y avait que 14 sièges, chacun un pod privé avec un lit plat, un mini-bar personnel et un écran de 24 pouces. Maya passa devant Caroline, qui était déjà au siège 2A, aboyant à Mark de ranger son ordinateur portable juste comme il faut. Maya continua vers l'arrière de la petite cabine exclusive où se trouvait une configuration de conférence pour 4 personnes. Elle préférait cet endroit. Il avait un grand siège de style Dean en face de 2 sièges réguliers. Elle s'installa dans le siège de style Dean, près de la fenêtre, et ressortit son carnet de croquis. C'était son armure. Une hôtesse de l'air nommée Sarah, avec un sourire chaleureux et des yeux infiniment patients, l'approcha. « Mademoiselle Washington, musique, un plaisir de vous avoir de nouveau à bord. Puis-je vous apporter quelque chose avant le décollage? Une eau pétillante, peut-être? » « Je vais bien. Merci, Sarah, » dit Maya, lui offrant un petit sourire reconnaissant. « Peut-être juste de l'eau plate après que nous soyons en l'air. » « Bien sûr. » 2 rangées plus haut, la tête de Caroline se tourna brusquement. Elle avait observé l'interaction, ses yeux se rétrécissant à l'utilisation de Mademoiselle Washington, par Sarah et raclements de gorge, l'accueil familier de retour. Donc la fille prend cette route souvent, pixa Caroline. Une nouvelle théorie, plus venimeuse, se formait. C'est la maîtresse de quelqu'un, un vieil homme riche blanc. C'est la seule explication. Cette conclusion s'installa dans son esprit comme un fait absolu, et cela la rendit encore plus répugnée. Elle appuya sur son bouton d'appel. Le son fut aigu. Sarah, qui était en train de sécuriser la cuisine, revint. « Oui, mademoiselle Harrington. »« Un problème, » dit Caroline, ne prenant pas la peine de regarder Sarah, mais plutôt gesticulant d'un signe de la main dédaigneux vers l'arrière de l'avion. « Avec cette passagère. » Le sourire de Sarah devint professionnel. « Y a-t-il un problème, madame? »« Le problème, » dit Caroline, établissant enfin un contact visuel, « est que je trouve sa présence distrayante. C'est un vol pour cadre de haut niveau. Je suis sur ce charter pour me préparer à la réunion la plus importante de ma carrière. J'ai besoin de concentration. » Sarah était confuse. « Je suis désolé, madame. Je ne comprends pas. Elle est juste assise. » « Elle ne devrait pas être ici. » Caroline coupa court, sa voix basse et acérée. « Je ne sais pas quel arrangement elle a, mais elle n'est clairement pas apparue. Elle a l'air de sortir tout juste d'une chambre de dortoir. » Mark, sur le siège en face d'elle, murmura. « Caro, s'il te plaît, laisse tomber. » « Je ne le laisserai pas, Mark. C'est la présentation d'Apex Innovations. Nous volons pour rencontrer Robert Washington. As-tu la moindre idée de la valeur de cet accord? Ce n'est pas seulement nos bonus, c'est la firme. Je ne laisserai pas ma concentration être brisée par le paysage. » Maya pouvait entendre chaque mot. La cabine était trop petite, le silence trop absolu.
La voix de Caroline trop perçante. Elle s'enfonça plus bas dans le siège de Still Dean, ses jointures blanches alors qu'elle serrait son crayon. Sarah, une vétéran de 15 ans de la première classe commerciale et les 5 dernières années dans l'aviation privée, savait exactement ce que c'était. « Madame, dit-elle, sa voix ferme mais polie, Mademoiselle Washington est une passagère confirmée et munie d'un billet. Elle est assise dans sa zone assignée. Je peux vous proposer de vous déplacer vers l'autre siège de Still Dean, à l'avant de la cabine si vous préférez. » Caroline la regarda comme si elle venait de suggérer qu'elle vole sur l'aile. « Me déplacer? Vous voulez me déplacer? Je suis le client. Elle est l'accessoire. Pourquoi ne la déplacez-vous pas? Mettez-la dans le siège de saut de l'équipage. Mettez-la dans la cuisine. Je m'en fiche. Juste retirez-la de ma ligne de vue. » « Madame, cela n'est absolument pas possible, » dit Sarah, sa patience maintenant visiblement s'effilochant. « Je ne demanderai pas à un autre passager de quitter son siège assigné. »« Alors vous êtes inutile, » Caroline claqua. « Quel est l'intérêt de payer 20 000 $ pour un siège si vous devez partager l'air avec ça? Appelez-moi le pilote. Je veux parler au pilote. Le capitaine se prépare au décollage, mademoiselle Harrington. Il n'est pas disponible maintenant. Je dois vous demander d'attacher votre ceinture de sécurité. » Caroline laissa échapper un soupir théâtral exagéré. « Bien, bien. Mais je vais déposer une plainte écrite formelle auprès de NetJets ou VistaJet ou de quiconque possède cet avion ridicule. C'est un scandale. » Sarah hocha simplement la tête. « Comme vous voulez, madame. » Elle marcha vers l'avant et le jet commença à rouler. Caroline se tordit sur son siège, lançant un regard furieux à Maya, qui regardait maintenant résolument par la fenêtre, observant les lumières de la piste floue passer. « Incroyable !» murmura Caroline à Mark assez fort pour être entendue. Probablement une petite remplisseuse de quotas de diversité. Elles sont partout maintenant, abaissant la barre pour tout le monde. Mark mit juste sa tête dans ses mains. Il savait que cette présentation était condamnée, non pas à cause de Maya, mais parce que sa patronne était une bombe à retardement. Le vol durait 5 heures. Pour Maya, c'était une éternité. Pendant la première heure, Caroline ne s'arrêta jamais. Elle utilisait les toilettes à l'avant de l'avion et en revenant, elle trébuchait accidentellement, agrippant le dossier du siège de Maya, la secouant. Oh, tellement désolée, elle dégoulinait, sa voix toute en venin et saccharine. Elle se plaignit à Sarah que le Wi-Fi était inacceptablement lent. « J'essaie de télécharger un prospectus de plusieurs milliards de dollars et ça rampe, » annonça-t-elle. Elle regarda ensuite directement Maya. « Peut-être que votre autre passagère pourrait arrêter de diffuser tout ce qu'elle diffuse pour que ceux d'entre nous qui ont un vrai travail puissent le faire. » Maya ne diffusait pas. Son ordinateur portable était dans son sac. Son téléphone était dans sa main. L'écran sombre. Après le 3e coup accidentel à sa chaise, Maya en eut finalement assez. Elle détacha sa ceinture, se leva et passa devant le siège de Caroline jusqu'à la cuisine où Sarah polissait des verres. « Sarah. » La voix de Maya était calme, presque un murmure. « Oui, mademoiselle Washington, puis-je vous apporter cette eau? »« Oui, s'il vous plaît, mais aussi, n'y a-t-il aucun moyen? Pouvez-vous juste lui demander d'arrêter? » Maya détestait à quel point sa voix semblait petite. « Elle ne cesse de parler de moi et de heurter mon siège. J'essaie juste de lire. » Le visage de Sarah était un masque d'empathie professionnelle. « Je suis tellement désolé que vous ayez à gérer cela. J'ai enregistré son comportement. J'ai essayé d'intervenir. Mais comme vous pouvez le voir, elle est insistante. Le mieux que je puisse faire est de vous demander de l'ignorer. Nous serons à LA dans 4 heures. Puis-je vous préparer le petit lit plat? Vous pourriez regarder un film, dormir un peu. » Maya secoua la tête. « Non, je ne peux pas dormir. Je vais juste retourner. » Elle retourna à son siège. Alors qu'elle s'asseyait, la voix de Caroline perça à nouveau, cette fois vers Mark. « Vois, maintenant elle se plaint de moi.
au personnel. L'attitude est à couper le souffle. Les yeux de Maya se remplirent de larmes chaudes et en colère. Elle refusa de les laisser tomber. Elle sortit son téléphone et envoya un texte. Maya. « Hey papa, tu es occupé? » Une réponse vint presque instantanément. Son papa était toujours allumé. « Papa. Jamais pour toi, petit monstre. Quoi de neuf? Comment va le vol? » Maya. Ce n'est pas génial. Ça arrive encore. Il y eut une pause. Les 3 points apparurent et disparurent 2 fois avant que la réponse ne vienne. Papa. Définis, ça arrive encore. Maya. Le New York LA Express, racisme. Papa. Oui, une femme en 2A. Elle est affreuse, a dit à l'achat que je diluais la marque et a demandé que je sois déplacé vers la cuisine. Papa, elle a dit, quoi? Maya. C'est bon, j'y suis habitué, mais elle ne cesse de faire des commentaires, d'efforts à son associé, et elle heurte accidentellement mon siège. Papa. Comment s'appelle-t-elle? Maya. Yana, je sais pas. Sarah l'a appelée Monsieur Harrington. Elle est bruyante, blonde, cachemire, très en colère. Cette fois, la pause fut si longue que Maya pensa qu'il avait été entraîné dans une réunion. Papa. Blonde. La quarantaine, avec un gars à l'air nerveux nommé Mark. Le sang de Maya se glaça. Maya. Oui, comment as-tu su ça, papa? Son nom est Carolyn Harrington. C'est une VP de Sterling Price. Elle vole vers LA pour me présenter son projet. Maya fixa l'écran. L'ironie cosmique horrible de la situation entière s'installa sur elle comme une couverture de couvercle. La femme qui la harcelait pour ne pas appartenir était dans cet avion seulement pour impressionner son père. Maya. Oh, wow, c'est gênant. Papa. Ce n'est pas gênant, c'est exaspérant. Je suis furieux. Maya. Tu ne devrais pas avoir à endurer cela. Pas de n'importe qui. Et diablement sûr pas de quelqu'un qui veut 500 millions de dollars de l'affaire de ma compagnie. Maya. Papa. Non, s'il te plaît, ne le fais pas. Ne dis rien. Ça empirera. Ce sera toute une scène. Je veux juste arriver à LA. S'il te plaît, laisse tomber. Papa. Maya. Je ne laisse pas tomber ça. Elle harcèle ma fille dans mon propre avion. Ce n'est pas un charter NetJets, Maya. C'est Ensom Alpha Whiskey. C'est notre jet. Elle est une invitée et elle harcèle la famille du propriétaire. Non, je ne le laisse pas tomber. Maka. Qu'est-ce que tu vas faire? N'appelle pas l'avion, s'il te plaît. Je meurs d'embarras. Papa. Je n'appelle pas l'avion, je change le plan de vol. Sarah recevra une notification du cockpit dans environ 10 minutes. Mets juste tes écouteurs et cette fois, mets vraiment de la musique. Monte le son. Je te verrai plus tôt que tu ne le penses. Maya. Papa. Qu'est-ce que cela signifie? Papa? Pas de réponse. Le cœur de Maya battait la chamade. Plus tôt que tu ne le penses. Ils étaient à 3 heures de LA. Que faisait-il? Une nouvelle vague de peur et quelque chose d'autre. Un sentiment froid et aigu d'anticipation s'installa sur elle. Elle fit ce qu'il avait dit. Elle mit ses écouteurs, les synchronisa et activa une playlist. Le rythme lourd d'un morceau de hip-hop remplit ses oreilles. Et pour la première fois, elle ferma les yeux et bloqua Carolyn Harrington. Musique. 2 heures plus tard, ils étaient censés commencer leur descente vers Vanny. Carolyn claquait sur son ordinateur portable, son visage un masque de concentration. Elle finalisait la présentation. C'était, à son avis, un chef-d'œuvre. C'était agressif. C'était brillant. Et cela assurerait le compte Apex Innovations, faisant d'elle la femme la plus puissante de sa firme. Robert Washington ne saurait pas ce qui l'avait frappé. Soudain, le doux ding de la sonnette de cabine retentit et la voix de Sarah vint par l'interphone. « Mesdames et messieurs, voici votre hôtesse de l'air. Le capitaine m'a demandé de vous informer que nous avons un léger changement dans notre plan de vol. Nous n'atterrirons pas à Los Angeles pour le moment.
Nous commençons notre descente initiale pour Scottsdale, Arizona. Nous serons au sol dans environ 20 minutes. La tête de Caroline se leva brusquement. Son ordinateur portable vacilla sur la tablette. « Qu'est-ce qu'elle a dit? » demanda-t-elle à Mark. « Scottsdale? Pourquoi atterrissons-nous à Scottsdale? Est-ce une urgence médicale? » Mark regarda autour de lui paniqué. Caroline appuya sur le bouton d'appel si fort que c'était un miracle que le plastique ne se fende pas. Sarah apparut presque instantanément. « Quelle est la signification de ceci? » demanda Caroline. « Scottsdale? J'ai un rendez-vous à 16 heures à Los Angeles. Un rendez-vous avec Robert Washington. Ce n'est pas une suggestion, c'est la réunion la plus importante de mon année. Vous direz à ce pilote de continuer vers LA immédiatement. » Le visage de Zara était parfaitement placidement calme. « Je suis désolé, madame. La déviation a été demandée par le propriétaire de l'avion. » Caroline était stupéfaite. Le propriétaire? Quel propriétaire? C'est un charter. Qui, chez FlexJet ou Vista ou où que ce soit, a eu l'audace de dérouter mon vol? C'est une grave rupture de contrat. « Madame, dit Sarah, sa voix baissant d'une demi-octave, ce n'est pas un vol charter. C'est un avion privé possédé et exploité enregistré auprès du groupe Apex Innovation. Tous les plans de vol sont à la discrétion du propriétaire. Nous avons reçu l'instruction d'atterrir à Scottsdale. Nous atterrissons à Scottsdale. Veuillez ranger votre tablette et votre ordinateur portable pour l'atterrissage. » Les mots frappèrent Caroline comme une série de coups physiques. Groupe Apex Innovation possédé en privé. Son esprit tournait, essayant de connecter les points. Robert Washington. Apex, cet avion. Elle était dans l'avion de Robert Washington. Il avait envoyé son jet personnel pour elle. C'était incroyable. Cela signifiait que l'accord était pratiquement conclu. Mais alors, pourquoi Scottsdale? Il doit être là, dit-elle à Mark, sa panique s'évaporant instantanément, remplacée par une énergie étourdie et maniaque. Il est à Scottsdale, il nous surprend. C'est un test. Ou peut-être qu'il fait du golf. Oh, c'est brillant. Elle regarda Maya. La fille était toujours là, écouteur sur les oreilles, regardant par la fenêtre. La lèvre de Caroline se retroussa à nouveau. Il a amené sa maîtresse, pensa-t-elle. La théorie maintenant cimentée dans son esprit, plus laide qu'avant. Il a envoyé son jet pour moi, mais il avait sa pièce latérale déjà à bord. Comme les hommes sont de si mauvais goût, de tels pour, même les milliardaires. Ce nouveau récit expliquait tout. La présence de la fille, le détournement. Robert la ramassait et déposait la fille. C'était un échange. « Eh bien, » dit Caroline, lissant sa jupe, un sourire suffisant et triomphant sur son visage. « Cela vient de devenir très intéressant. Mark, prépare les mallettes. Nous rencontrons l'homme lui-même. » Elle regarda Sarah. « Dis au pilote de faire un atterrissage rapide. Monsieur Washington n'aime pas être fait attendre. » Sarah la fixa. « Veuillez attacher votre ceinture de sécurité, Mademoiselle Harrington. » Alors que le J-700 virait brusquement vers l'est, loin de la côte californienne et vers le désert d'Arizona, Maya Washington enleva finalement ses écouteurs. La cabine était silencieuse, sauf le ronronnement des moteurs. Elle savait exactement ce qui se passait. Son papa n'était pas à Scottsdale. Il était à New York. Il venait de voler à Scottsdale depuis New York, un vol de 4h30 dans son autre jet, le Bombardier Global 7500 plus rapide, juste pour les rencontrer sur le tarmac. Maya sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Son père était un homme calme et gentil. Mais quand il était en colère, son calme ne se brisait pas. Il devenait plus froid, il devenait une force de la nature. Et cela, c'était un événement de niveau ouragan. La femme en 2A n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Les roues du Gulfstream touchèrent le tarmac de l'aéroport de Scottsdale avec à peine un murmure. La chaleur du désert d'Arizona scintillait sur la piste. Caroline était déjà debout avant même que le jet n'ait roulé jusqu'au terminal privé,
appliquant une nouvelle couche de rouge à lèvres et ajustant son blazer. « Il est là, Mark, il est là. Sois vif. Non, laisse-moi parler. Tu hoches juste la tête et tu as l'air intelligent, » ordonna-t-elle. « Tu l'as, Caro. » Le jet s'arrêta, les moteurs s'éteignirent. Maya resta assise, rangeant lentement son carnet de croquis dans son sac à dos. Elle n'était pas pressée. « Allez, allez, » marmonna Caroline, tapant du pied. Le claquement sifflant de la porte de la cabine se débloquant résonna à travers le jet. Sarah ouvrit la lourde porte et le soleil d'Arizona, lumineux et aveuglant, inonda l'entrée. Debout au bas des marches se tenait un homme. Il était grand, vêtu non pas d'un costume, mais d'un jean foncé, d'un pull à col zippé noir et de lunettes de soleil. Il était en forme, imposant, et il avait une aura d'une autorité si absolue et inébranlable que Caroline sentit son souffle se couper. Elle ne l'avait vu que sur des photos de magazines Forbes et Fortune. C'était lui, Robert Washington. « Monsieur Washington !» s'exclama Caroline, attrapant sa maillette des mains de Mark et se frayant un chemin à travers Sarah pour être la première à la porte. Quelle surprise inspirée! Je suis Caroline Harrington. C'est un honneur absolu de vous rencontrer enfin en personne. Elle rayonnait. C'est dans un sourire prédateur blanc parfait. Robert Washington ne sourit pas. Il enleva lentement ses lunettes de soleil, ses yeux s'adaptant à la lumière plus faible de la cabine. Il regarda Caroline droit dans les yeux. Il maintint son regard pendant 5 secondes entières, son expression illisible, mais le poids de son regard était écrasant. Puis ses yeux passèrent en devant elle. Il monta dans l'avion, frôlant Caroline si près qu'elle dut reculer physiquement pour éviter d'être renversée. Il ignora sa main tendue. Il ignora Mark. Il marcha droit dans l'allée, son regard fixé sur la file à l'arrière. Le sourire de Caroline se figea, sa main toujours en suspens dans l'air. Elle regarda, son cerveau court-circuitant, incapable de traiter la scène. Robert Washington s'arrêta au siège de style Dean de Mere. La jeune fille de 19 ans et en survêtement leva les yeux. Un lent, chaud sourire se dessina finalement sur le visage de Robert. Cela le transforma d'une icône de l'industrie en un père. « Tu vas bien, petit monstre ?» demanda-t-il, sa voix si froide un instant auparavant, maintenant pleine de chaleur paternelle. Maya hocha la tête, un petit sourire de soulagement sur son propre visage. « Je vais bien, papa. Tu es fou. Tu as volé tout le chemin jusqu'ici. Les avions sont rapides quand tu les possèdes, » dit-il se penchant. Il l'embrassa sur le front. « Prête à partir d'ici? »« Oui, je le suis. » Robert lui prit son sac à dos, le jetant sur sa propre épaule. Il passa ensuite son bras autour de l'épaule de sa fille et regarda à nouveau dans l'allée. Caroline Harrington était blanche comme un drap. Sa bouche était ouverte. Ses yeux étaient grands, passant de Robert à Maya et vice-versa. La théorie de la maîtresse, la théorie de l'embauche pour la diversité, tout s'évapora, remplacé par un seul mot catastrophique mettant fin à sa carrière. « Papa, c'est votre, » Caroline bégaya, pointant un doigt tremblant. « C'est votre fille. »« Elle l'est, » dit Robert Washington. Sa voix n'était plus chaleureuse. C'était de la glace. C'était le son d'une porte de coffre-fort se refermant. « Mademoiselle Harrington, » dit-il, marchant lentement dans l'allée vers elle. Maya à ses côtés. « Je crois que vous avez déjà rencontré Maya, bien que d'après ce que je comprends l'introduction ait été désagréable. »« Je n'ai pas. » Caroline balbutiait, son vocabulaire de haut niveau la trahissant complètement. « Je n'avais aucune idée. C'était un malentendu. » « Un malentendu? » Robert s'arrêta, se tenant directement devant elle. Il mesurait 1,88 m et semblait remplir toute la cabine. « Veuillez me le clarifier. Qu'avez-vous exactement mal compris? »« Musique, je ne savais pas qu'elle était votre fille. » Les mots censés être une excuse étaient un aveu. « Ah, » dit Robert, hochant lentement la tête, « c'est ça. Donc, le harcèlement,
les insultes, le fait d'exiger qu'elle soit déplacée vers la cuisine, tout cela est un comportement parfaitement acceptable pour vous, tant que la victime n'est pas liée à quelqu'un dont vous avez besoin de quelque chose. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous vouliez dire, Robert continua, sa voix dangereusement douce, que vous avez vu une jeune femme noire dans un environnement que vous croyez réservé uniquement aux gens qui vous ressemblent et vous avez décidé qu'elle n'y appartenait pas. Vous avez décidé qu'elle diluait la marque. Vous avez décidé qu'elle était du personnel ou une maîtresse ou un décor. Monsieur Washington, je vous assure, vous, Robert Lacoupa, sa voix montant juste assez pour faire sursauter Mark, êtes exactement le genre de personne que j'ai construit Apex pour démanteler. Le genre de pensée paresseuse, privilégiée, préjugée, qui valorise l'apparence sur la substance. Le genre de personne qui suppose qu'une fille de 19 ans et une sweat à capuche ne pourrait pas appartenir à votre monde. Quand la vérité est, Mademoiselle Harrington, vous n'êtes même pas une invitée dans son monde. Il fit un geste autour de la cabine de plusieurs millions de dollars. C'est son avion, Mademoiselle Harrington. Vous n'êtes que des bagages qu'elle a été forcée de transporter. Le silence qui descendit sur la cabine n'était pas seulement une absence de son. C'était une présence physique. C'était un vide de pression épais et écrasant à 30 000 pieds qui aspirait tout l'air, toute l'arrogance et tout le sang du visage de Carolyn Harrington. Elle n'était plus une cadre de haut niveau. Elle était un spécimen épinglé sur une planche. Tous les yeux de la cabine, ceux de Mark, Sarah, Robert et Myers, étaient sur elle. Son cerveau, un instrument affûté de guerre corporative et de démolition brutale, entra en défaillance catastrophique. C'était un écran bleu. Il essaya de trouver un fichier, un script, un protocole pour cela et ne trouva rien. « Papa !» le mot résonna. C'était une blague. C'était impossible. Cet enfant en sweat à capuche NYU et Robert Washington, l'icône milliardaire, la légende à qui elle était sur le point de présenter son projet. Puis les connexions que son préjugé avait si efficacement bloquées, toutes se mirent en place d'un coup. Mademoiselle Washington, un plaisir de vous avoir de nouveau à bord. L'immatriculation du jet privé SO-77 Alpha Whiskey, le propriétaire groupe Apex Innovations. Ce n'était pas un charter. Elle n'était pas une cliente. Elle était de la cargaison. Le visage musique de Caroline, un masque de rouge furieux et marbré quelques instants auparavant, était devenu d'un blanc cireux, translucide et terrifiant. Sa bouche parfaitement maquillée s'ouvrit et se referma, mais aucun son n'en sortit. Elle était un poisson sorti de l'eau, se noyant dans l'air de sa propre conséquence. « C'est votre », Caroline bégaya, un doigt manucuré tremblant pointant Meyer. Le geste était impoli, accusateur et surtout pathétique. « C'est votre fille. » Robert Washington n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Sa voix, maintenant dépouillée de toute chaleur, était le son calme et froid d'une sculpture de glacier. « Elle l'est, » dit-il, ses yeux fixés sur les siens. Il fit d'un demi-pas en avant, la forçant à incliner la tête en arrière pour le regarder. « Mais vous connaissiez déjà son nom, n'est-ce que pas, Mademoiselle Harrington? Vous pensiez juste que ça n'avait pas d'importance. » Non, je n'avais aucune idée. Caroline éclata, sa voix un couinement désespéré et étranglé. C'était un malentendu, un simple malentendu. Ceci, pensa-t-elle, était la sortie, le bouton d'éjection, un appel au code, civilisé. Nous sommes tous des professionnels ici. Robert Washington hocha effectivement la tête, un mouvement lent, terrifiant de calme. Un malentendu, répéta-t-il. Veuillez me le clarifier. Qu'avez-vous exactement mal compris? Je ne savais pas qu'elle était votre fille, gémit-elle finalement. Les mots s'arrachant d'elle. C'était une excuse. C'était, pensa-t-elle, la seule qui comptait. « Ah, » dit Robert. Le son était doux, mais il atterrit comme un coup physique. C'est ça la vérité.
Il laissa l'aveu planer dans l'air stérile et recyclé pendant 10 secondes entières. Caroline flétrit visiblement. Donc, pour être clair, Robert continua, sa voix un scalpel de chirurgien, le comportement, le harcèlement, les insultes, les murmures de scène à votre associé, le fait d'exiger qu'une passagère soit déplacée vers la cuisine comme si elle était un déchet. Tout cela est parfaitement acceptable. Un comportement professionnel pour vous. Votre seule et unique erreur, votre seul regret, est que vous l'avez fait à la faute de la mauvaise personne. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Caroline hurla, sa contenance se brisant, sa voix se fendant en un registre de pure panique. Vous vouliez dire, Robert la coupa, sa voix montant, non pas à un cri, mais à un ton d'une autorité finale si absolue qu'elle vibrait dans ses dents, que vous avez vu une jeune femme noire dans un environnement que vous croyez réservé uniquement aux gens qui vous ressemblent, et vous avez décidé, avec tout le poids paresseux et arrogant de votre préjugé, qu'elle n'y appartenait pas. Il fit un autre pas. Caroline recula instinctivement d'un pas, son mollet heurtant son propre siège. Elle était piégée. Vous avez décidé qu'elle diluait la marque. Vous avez décidé qu'elle était distrayante. Vous avez décidé quel était le mot que vous avez utilisé à votre associé dans le salon? Oh, oui, un décor. Vous avez évalué une fille de 19 ans, et dans votre monde, les seules places que vous aviez disponibles pour elle étaient un personnel, cas de charité ou maîtresse. Vous n'avez jamais, pas une seconde, envisagé propriétaire. Il se pencha, sa voix tombant à un murmure confidentiel et létal. Vous êtes exactement le genre de personne que j'ai construit Apex Innovations pour démanteler. Le genre de personne qui est si aveuglée par votre propre reflet que vous ne pouvez pas voir le talent, la valeur, l'humanité juste devant vous. Vous regardez ma fille et vous voyez un problème. Je la regarde et je vois l'avenir. Je vois une jeune femme brillante qui, à 19 ans, a déjà plus de classe, plus d'intelligence et plus de droit d'être à ce siège que vous n'en aurez jamais de votre vie entière. Il fit un geste autour de la cabine en platine et cuir. C'est son avion, mademoiselle Harrington. C'est son monde. Vous n'êtes même pas une invitée ici. Vous n'êtes que des bagages qu'elle a été forcée de transporter. La finalité de la déclaration était absolue. C'était une exécution. Les yeux de Caroline papillonnèrent follement, cherchant un allié, n'importe qui. Elle regarda Mark Jensen, son associé, sa protégée, l'homme dont toute la carrière était dans son sac à main, était passé de pâle à un gris fantomatique et moite. Il transpirait à travers sa chemise de 800 dus. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, il ne se détourna pas seulement. Il détacha sa ceinture de sécurité. Il se leva et fit un pas de côté définitif, traînant, loin d'elle dans l'allée comme pour créer une frontière physique visible entre elle et lui. C'était un petit mouvement, mais ce fut la trahison la plus profonde que Caroline ait jamais vue. Monsieur Washington, Queena Mark, ses mains levées dans un geste pathétique de reddition. Monsieur Washington, monsieur, je veux être parfaitement clair. Je n'ai partagé aucune des opinions de Mademoiselle Harrington. Aucune d'elles. Je les ai trouvées répréhensibles, épouvantables. J'étais juste, je lui ai dit, Carol, s'il vous plaît, j'ai dit. La tête de Robert Washington se tourna brusquement vers Mark, son regard si froid qu'il gela instantanément les mensonges du jeune homme dans sa gorge. L'avez-vous fait? Demanda Robert, sa voix plate. Lui avez-vous dit d'arrêter? Lui avez-vous dit qu'elle était raciste? Lui avez-vous dit de laisser ma fille tranquille? Ou vous êtes-vous juste assis là en silence total, hochant la tête et murmurant « Absolument, Carol », espérant qu'elle serait assez calme pour que vous obteniez votre bonus. La bouche de Mark s'ouvrit et se referma. Un petit son désespéré en sortit. Il n'eut aucune réponse. « C'est ce que je pensais, » dit Robert.
le renvoyant avec le même mépris qu'il avait montré à Carolyn. Il tourna son attention pleine et entière vers elle. Elle était une épave. Ses yeux étaient grands. Des larmes de pure terreur et humiliation non adultérées montaient, menaçant de ruiner son mascara cher. Elle essaya une dernière fois. La seule carte qu'il lui restait. La proposition, bégaya-t-elle, pointant un doigt tremblant vers l'ordinateur portable encore ouvert sur sa tablette. La fusion Apex, Monsieur Washington, c'est brillant. Les projections du T4, la synergie logistique, c'est une idée de 500 millions de dollars. Ça révolutionnera. Je suis sûr que c'est brillant, dit Robert. Musique, il tendit la main, non pour le prendre, mais pour tapoter le couvercle de son ordinateur portable d'un doigt, un geste de ponctuation finale et dédaigneuse. Mais je ne le verrai jamais. Il sortit son téléphone de sa poche, il ne vérifia pas l'écran, il appuya sur un seul bouton de ses favoris. L'appel se connecta instantanément. « Alex ?» dit-il, sa voix calme, tout professionnel. « C'est Robert. Écoute, la présentation de Sterling Price pour la fusion Apex, c'est mort. Termine la discussion. » Caroline laissa échapper un halètement involontaire étranglé. « Non. » Robert leva une main pour la faire taire, ses yeux fixés sur les siens alors qu'il poursuivait son appel. « Non, Alex, je ne veux pas dire reporter, je veux dire que l'accord est mort. Et la relation aussi. Je veux que tu appelles Stephen Price. Oui, leur PDG, tu as son numéro privé et informe-le qu'Apex Innovations met fin à tous les contrats existants, accords de service et MSA en cours avec Sterling Price. Effet immédiat. Cite la clause d'éthique et de conduite. Oui, toutes. Nous mettons la firme sur liste noire. Caroline tremblait maintenant ouvertement. Non, non, s'il vous plaît. Je me fiche de la pénalité de résiliation, Alex. Paye-la. Robert continua, ses yeux toujours sur Caroline, la forçant à assister à sa propre immolation. Je veux leur nom hors de notre portefeuille d'ici la fin de la journée. Oui, je suis très sûr, la responsabilité est inacceptable. J'expliquerai plus tard. Fais en sorte que ça arrive. Il raccrocha, il remit le téléphone dans sa poche. Le silence qui revint était le silence d'une tombe. Vous, votre. L'esprit de Caroline ne pouvait même pas former la phrase. Ma firme entière, vous mettez ma compagnie sur liste noire. À cause de moi. Oui, dit Robert, sa voix dépourvue de toute émotion. À cause de vous, mais plus important encore à cause de la culture qui vous a produite. Une culture qui vous a enseigné que ce comportement était non seulement acceptable, mais récompensé. Je ne m'associe pas avec des firmes qui empoisonnent le puits, Mademoiselle Harrington. Je ne fais pas affaire avec des gens comme vous. L'échec de votre firme à vérifier votre caractère est une responsabilité commerciale. Et moi, comme vous le savez, je suis impitoyable quand il s'agit de couper la responsabilité. Il hocha la tête vers la porte ouverte du jet. Le soleil d'Arizona, lumineux et impitoyable, flamboyant juste au-delà. C'est là que vous descendez. Les mots étaient si simples, si mondains, qu'ils ne s'enregistrèrent pas. « Quoi? » murmura-t-elle. « Ici à Scottsdale? Mais nos bagages, notre vol pour Eloa. Nous ne pouvons pas. » Robert appela, ne quittant pas Caroline des yeux. Sarah, qui était restée dans la cuisine, témoin silencieux et sombrement satisfait de tout l'échange, s'avança immédiatement. « Oui, Monsieur Washington, veuillez faire retirer les bagages de Mademoiselle Harrington et de Monsieur. » Il jeta un coup d'œil à Mark. « Je suis désolé de ne pas avoir eu votre nom. »« Mark, coina-t-il, Mark Jensen. » Et les bagages de M. Jensen retirés de la soute et laissés sur le tarmac. Ils ne continueront pas vers Los Angeles. « Avec un plaisir absolu, monsieur, » dit Sarah. Le masque de déférence professionnelle était tombé, remplacé par la satisfaction d'une justice qu'elle avait attendu de voir toute sa carrière. Cela brisa finalement,
irréversiblement Caroline. Le barrage de son arrogance, de sa fierté, de toute son identité construite se brisa. « Vous ne pouvez pas faire ça !» hurla-t-elle, sa voix un son brut, animal et animal de pure panique. « C'est insensé. Je serai bloqué. Vous allez me ruiner. Vous allez ruiner ma carrière. » « Vous vous êtes ruiné vous-même, Mademoiselle Harrington, » dit Robert, sa voix à nouveau calme. « Vous l'avez fait dans le salon à New York. Vous l'avez fait pendant 2 heures sur ce vol. Vous ne saviez juste pas qui regardait. » Il tourna son regard vers Mark, qui avait l'air de vouloir vomir. « Vous, » dit Robert, « vous êtes jeune, apprenez de cela. Les gens sur lesquels vous marchez en montant, les gens que vous ne défendez pas, vous les rencontrerez toujours en descendant, et parfois ce sont eux qui possèdent l'échelle. » Il fit un signe de tête vers la porte. « Descendez de mon avion. » Mark Jensen n'hésita pas. Il ne regarda pas Caroline. Il ne dit pas un mot. Il attrapa sa maillette, trébucha devant Robert et faillit tomber dans les escaliers de l'avion dans sa hâte de s'échapper. Il était un rat, fuyant un navire qu'il avait aidé à couler. Caroline était seule, totalement. Elle était figée dans l'allée, une statue d'une femme dont le monde venait de s'écrouler. Des larmes coulaient maintenant sur son visage, traçant des chemins chaotiques, blancs et clairs à travers son fond de teint cher. « Sarah, » dit Robert, sa voix douce. Sarah s'avança, son visage ferme mais pas méchant. « Mademoiselle Harrington, par ici s'il vous plaît. » Vaincue, vide et complètement brisée, Caroline Harrington tâtonna pour sa mallette. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle pouvait à peine saisir la poignée. Elle ne regarda pas Ma. Elle ne pouvait pas. Elle marcha, ses pas boisés et traînants, vers la porte. Chaque pas était une éternité. Elle était une reine déchue marchant vers sa propre exécution. Elle atteignit le haut des escaliers et fit une pause, regardant le désert aveuglant et indifférent. C'était la fin de tout. « Mademoiselle Harrington » Musique, dit Sarah une dernière fois derrière elle. « Bougez » et elle le fit. Le claquement sifflant du plafond de la porte du JC600 n'était pas seulement un son. C'était une guillotine pneumatique séparant Caroline Harrington de la vie qu'elle avait si complètement habitée quelques instants auparavant. Elle trébucha dans les escaliers métalliques de l'avion. Ses fines $200, son talon Manolo Blahnik, autrefois un symbole de sa dominance corporative, maintenant des responsabilités dangereuses sur le métal rainuré. Quand ses pieds touchèrent le tarmac, la chaleur du désert d'Arizona monta à travers les semelles de ses chaussures d'une manière qui ressemblait à une agression personnelle. Il faisait plus de 100 degrés, une chaleur de four à convection sèche et suffocante qui aspirait l'humidité de sa gorge. L'odeur âcre de kérosène et d'asphalte chaud emplit ses narines. Un vin aigu et assourdissant emplit ses oreilles. L'unité de puissance auxiliaire du Gulfstream ou APU. C'était le son d'un avion qui était bien vivant et se préparait à partir. Elle vit Mark, son associé, non, son ancien associé, déjà à 50 yards, se précipitant comme un rat vers le verre frais et scintillant du terminal privé. Il avait son téléphone serré à son oreille, le dos tourné à elle. Même à cette distance, elle pouvait entendre la panique désespérée et aiguë dans sa voix alors qu'il la jetait au loup. « Stephen, oui, c'est Mark Jensen de l'équipe de Carol. Écoutez-moi, c'était tout elle, je jure sur ma vie. Elle était dérangée. J'ai essayé de lui dire, « Caro, arrête. » J'ai dit qu'elle était une responsabilité totale. Je n'avais rien à voir avec ça. J'étais un otage. Vous devez me croire. Un nouveau genre de nausée, plus froid, se tordit dans l'estomac de Caroline. C'était la réalisation glaciale de sa solitude absolue et profonde. L'homme dont elle avait personnellement triplé les bonus, dont elle avait construit la carrière à elle seule, dansait le tap sur sa tombe corporative avant même que son corps ne soit froid. Un chariot à bagages s'arrêta à côté d'elle, conduit par un homme en polo taché de sueur et lunettes de soleil enveloppantes. Il ne la regarda pas. Il ne parla pas. Il, simplement, et avec une indifférence pratiquée et lasse,
attrapa sa malle Remova de 5 000 $ et le bagage à main assorti de Mark du plateau du chariot et les laissa tomber sans cérémonie sur le tarmac sale. Le bruit sourd des valises en aluminium sur le béton était un son de finalité pathétique. Il fit un court signe de reconnaissance vers le cockpit du jet, puis fit pivoter le chariot et s'éloigna, secouant la tête. Carolyn fut laissée debout dans une flaque de sa propre humiliation abjecte. Le vin de la paix mourut, seulement pour être remplacé par un son infiniment plus terrifiant. Les 2 moteurs massifs Rolls-Royce sur la queue du G700 commencèrent à s'accélérer. C'était un cri de puissance profond et croissant. Un testament de plusieurs millions de dollars à son indifférence complète et absolue envers elle. Le souffle du réacteur, même à cette distance, la frappa comme une poussée physique, une vague d'air surchauffé qui fouetta ses cheveux blonds sur son visage et faillit lui arracher sa mallette de ses doigts engourdis. Elle regarda le jet argenté, son char vers la gloire, commencer à rouler, ses mouvements fluides et incroyablement élégants. Il tourna sur la piste, marqua une pause un instant comme pour rassembler ses forces, et puis, avec musique, un rugissement assourdissant qui la secoua jusqu'aux os, il se lança dans ce ciel. Un poignard d'argent visant directement le cœur du soleil. En moins de 30 secondes, ce n'était plus qu'un éclat disparaissant. Puis, le silence. Le calme soudain et écrasant de l'aérodrome était pire que le bruit. C'était un vide rempli seulement par le scintillement de la chaleur sur l'asphalte et le bourdonnement moqueur lointain de la climatisation du terminal. Elle était une statue, un monument à sa propre arrogance. Son téléphone vibra dans sa poche de costume. C'était un bourdonnement toxique et terrifiant contre ses côtes. Elle le sortit d'une main tremblante. L'écran était presque illisible sous le soleil aveuglant. « Appelez Stephen H. Price. » Stephen, le PDG, l'homme dont le portrait était accroché dans le hall. Elle le fixa, son pouce planant au-dessus de l'icône acceptée. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas physiquement. Elle n'avait pas les mots. Elle n'avait pas l'air. Elle le laissa sonner et sonner et sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête finalement. Ding, un nouveau message vocal. Ding, un nouveau texte de Stephen. Appelle-moi maintenant. Ding, un nouvel email. Son doigt tremblant tapa l'email de Stephen H. Price. estelingprice.com. Objet. Avis de résiliation immédiate pour faute. La ligne d'objet était tout ce qu'elle avait besoin de voir, mais ses yeux, contre sa volonté, scannèrent le corps. Carolyn, je viens de conclure un appel avec Robert Washington d'Apex Innovations. Votre conduite sur son avion N-77 SBDW n'était pas juste répréhensible. Elle constitue une violation volontaire catastrophique des clauses d'éthique et de conduite de votre contrat de travail, de votre accord de partenariat et de la décence humaine fondamentale. À compter de cette seconde, votre emploi chez Sterling Price est résilié. Votre accès à tous les systèmes, comptes et locaux de la firme est révoqué. Votre AMX corporatif est annulé. Une boîte de vos effets personnels de votre bureau sera envoyée à votre domicile. Ne contactez en aucun cas aucun de nos clients. Ne contactez aucun de notre personnel. Apex a mis cette firme sur liste noire avec effet immédiat. Notre équipe juridique vous contactera concernant les responsabilités financières encourues par vos actions. Responsabilités financières. Cela signifiait qu'il venait pour son argent, ses options d'achat d'actions, sa rémunération différée. La résiliation pour faute annulait son parachute doré. Elle n'était pas juste renvoyée. Elle était ruinée. Elle bougea finalement. Ses jambes se sentaient comme si elles étaient faites de béton. Elle se pencha, attrapa la poignée de sa valise et commença la longue marche vers le terminal. Les petites roues du Rémoa cliquetèrent de manière moqueuse sur le tarmac inégal. C'était la marche de la honte, un voyage de 1000 pieds à travers une étendue ouverte, où chaque fenêtre, elle, musique, sentait, tenait une paire d'yeux jugeurs. Les portes vitrées de l'opérateur de base fixe FBO de Scottsdale s'ouvrirent.
Le souffle d'air réfrigéré fut un choc. Le salon était, comme elle s'en souvenait, une cathédrale feutrée de marbre et de cuir. La jeune femme à la réception, qui l'avait enregistrée des heures plus tôt, ne la regardait maintenant plus ostensiblement. Mark était introuvable. Il avait probablement déjà trouvé un trou où se cacher. « Madame », demanda la réceptionniste, sa voix un gazouillis professionnel et cassant, « puis-je vous aider avec quelque chose? » La fille savait. Bien sûr, elle savait. Tout l'aéroport savait. L'histoire de l'atterrissage du bombardier de Robert Washington, du PDG lui-même prenant d'assaut le J-700, de la dispute hurlante. C'était déjà la matière de la légende du FBO. J'ai besoin. La voix de Caroline était un croassement sec. Elle s'éclaircit la gorge. J'ai besoin de réserver un vol pour New York, JFK. Le sourire de la réceptionniste était tendu, dépourvu de toute chaleur. Je suis désolé, madame, c'est le terminal exécutif. Pour les réservations commerciales, vous devrez vous rendre à Sky Harbor International. C'est environ 20 minutes en Uber. Bien sûr, elle ne pouvait même pas voler d'ici. Elle n'était plus littéralement dans le club. Cette nuit-là, Caroline Harrington rentra chez elle. Pas dans un J-7, pas même en première classe. Elle vola sur un vol de nuit de 22h40 en siège 27B, un siège du milieu. Elle était entassée entre un homme de 300 pieds qui ronflait comme un moteur mourant et un étudiant dont les écouteurs saignaient de la petite musique dans la cabine. Elle, qui avait exigé qu'une jeune femme soit déplacée vers une cuisine parce que sa présence était distrayante, était maintenant piégée dans le purgatoire aérien qu'elle détestait tant. Les retombées furent nucléaires. L'histoire de Tarmac Carroll devint un conte d'avertissement murmuré dans les steakhouses de Wall Street et les salons de Davos. Sterling Price ne perdit pas seulement le compte Apex. Robert Washington, dans une démarche de guerre corporative silencieuse et de sang-froid, fit 2 appels et fit retirer leurs affaires à ses partenaires de 2 autres fonds de pension de plusieurs milliards de dollars, citant l'examen éthique. L'accord Apex de 500 millions de dollars était le poteau de tente qui maintenait Sterling Price. Sans cela, et avec Washington empoisonnant activement le puits, la firme saigna. Les clients s'enfuirent, les partenaires firent défection. En 6 mois, la firme, autrefois un titan, fut éventrée et absorbée pour des cacahuètes par un rival moins prestigieux. Stephen H. Price fut forcé à une retraite anticipée humiliante. Le nom Sterling Price cessa d'exister. Mark Jensen, malgré son appel téléphonique pathétique et lèche-botte, fut entaché. Il survécut à la purge initiale, mais il était le gars qui était avec Caro. Il fut vu comme faible, un sycophante sans colonne vertébrale. Sa carrière rapide en fusion et acquisition était terminée. Il fut relégué au département de conformité interne de la nouvelle firme, un cubicule beige dans une pièce sans fenêtre, un étage non partenaire. Il était un fantôme, sa carrière terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Et Caroline, elle était radioactive. Aucune firme ne la toucherait. La résiliation pour faute et le procès pour responsabilité financière du conseil d'administration de sa propre firme, la mère en faillite. Elle vendit son loft de Tribeca. Elle vendit son art. Elle fut vue pour la dernière fois des années plus tard, travaillant comme consultante à temps partiel pour une start-up sans nom au Delaware, vivant dans un appartement jardin loué. Quant à Maya, elle était assise dans la cabine du J-700, maintenant reroutée et s'envolant vers Los Angeles. Sarah lui avait apporté l'eau pétillante qu'elle avait demandée des heures auparavant et un bol de noix chaude. « Tu ne devrais pas avoir à endurer cela, Maya, » dit son père depuis le siège en face d'elle. Son visage était toujours dur, la colère du tarmac pas encore estompée. « Je suis désolé de t'avoir mise sur ce vol. J'aurais dû. Ce n'est pas ta faute. Elle est raciste, papa, » dit Maya doucement. Elle regarda par la fenêtre l'immense bleu. Ça craignait. Ça craignait vraiment. Vraiment. Elle fit une pause. Mais tu dois admettre, voler 2000 miles jusqu'à Scottsdale juste pour la virer en personne
et la laisser sur le tarmac, c'était du genre papa de l'Ancien Testament de niveau supérieur. Un petit sourire sombre toucha finalement les lèvres de Robert. Elle n'était pas juste non professionnelle. Elle n'était pas juste une brute. Elle a menacé ma famille. Il n'y a pas de ligne après ça. La partie à faire, le contrat, ce n'était que de la paperasse. La virée était de la conséquence. Maya hocha la tête. Elle sortit son carnet de croquis, tourna à une nouvelle page et commença à dessiner. Elle dessina une femme avec des talons aiguilles fondant sur une piste chaude et désolée. 2 ans plus tard, à sa remise de diplôme de NYU, Maya Washington accepta une distinction pour sa thèse de fin d'études. C'était un roman graphique magnifique, relié professionnellement. Son titre, La fille en 3B. La scène d'ouverture était un panneau silencieux en noir et blanc, d'une fille en sweat à capuche dessinant dans un salon, alors qu'une femme avec une voix comme du verre brisé entrait dans la pièce. Le roman ne portait pas sur le combat. Il portait sur le calme, l'observation et le pouvoir d'une fille qui, par sa simple existence, exposait la pourriture d'un système. La page de dédicace était simple. À papa qui m'a appris à voler, et à toutes les filles en 3B, vous appartenez ici. Et c'est ce que vous appelez le karma instantané, servi à 30 000 pieds. Caroline Harrington a appris à la dure que la personne que vous manquez de respect et sous-estimée pourrait bien être celle qui possède tout l'avion. Elle n'a pas seulement perdu un client, elle a perdu son emploi, sa réputation et toute sa compagnie. Tout cela parce qu'elle ne supportait pas de voir une jeune femme noire en première classe. Qu'auriez-vous fait dans la situation de Mears ou de Robert? Faites-moi part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de justice rendue, s'il vous plaît, faites-moi une faveur et appuyez sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Assurez-vous de partager ceci avec un ami qui a besoin de musique le voir. Et surtout, abonnez-vous et activez toutes les notifications. Nous publions de nouvelles histoires réelles de conséquences et de karma chaque semaine. Et vous ne voulez pas manquer le prochain.